Bonjour à tous, septième vidéo consacrée à l'évolution et à destination des troisièmes. Dans la vidéo précédente, nous avons vu un mécanisme à l'origine de l'apparition de nouveaux caractères. Et bien dans cette vidéo, nous allons découvrir un deuxième mécanisme génétique à l'origine des innovations évolutives. Nous allons découvrir ce mécanisme en suivant les origines des équidés. Les équidés constituent un groupe de mammifères auxquels appartiennent les chevaux, le cheval commun, le cheval de Przewalski, mais aussi les ânes, l'âne, les miones et le kiang, et aussi les zèbres, dont on connaît actuellement 3 espèces. L'examen de leur squelette, ici celui d'un cheval, fournit de précieux renseignements sur l'évolution du groupe. On y reconnaît en effet tous les os constitutifs de nos bras et de nos jambes. Le cheval n'a pour ainsi dire qu'un seul doigt dont il marche sur la pointe. Mais à bien y regarder, à l'arrière de ses pattes, on y reconnaît aussi de petits doigts relictuels. D'ailleurs, ce n'est pas un, mais 5 doigts que possèdent les chevaux lorsqu'ils sont encore embryons. Puis ces doigts régressent au cours du développement embryonnaire et fœtal. Ainsi, le doigt du cheval correspond au majeur, le numéro 3. Les doigts 1 et 2 et 4 et 5 disparaissent. À la naissance, il n'y a plus qu'un seul doigt. Et encore, il arrive qu'à la naissance, justement, les poulains présentent non pas un, mais 2 doigts dotés d'un sabot. Plus rarement, les doigts 2 et 4 se développent avec toutes leurs phalanges et se terminent par un petit sabot. Mais moins long que le doigt 3, ils n'atteignent pas le sol. Dans tous les cas, tous ces arguments attestent que dans un lointain passé, les chevaux avaient un ancêtre qui avait 5 doigts. Plusieurs fossiles d'équidés cousins des chevaux ont d'ailleurs été découverts et leur squelette montre plusieurs doigts aux pattes. Le premier fossile a été trouvé en 1841 par Richard Owen, l'un des principaux paléontologues de l'époque, l'inventeur du mot dinosaure et un farouche opposant à Darwin. Owen ne voyait aucun lien avec le cheval, mais pensait qu'il ressemblait beaucoup à un daman. Ça se dit Hyrax en anglais, et là il a donc nommé le fossile Hyracotherium. Owen découvrit le fossile en Angleterre. Plus tard, d'autres exemplaires ont été découverts aussi en Amérique, et voyant le lien avec les chevaux, un nom plus adapté lui fut attribué. Eohippus, c'est-à-dire le cheval de l'aube. Il vécut entre moins 55 et moins 50 millions d'années, à la période du Paléogène. Il possédait 4 doigts à l'extrémité de ses membres antérieurs et 3 aux membres postérieurs. Il n'avait pas de sabots mais des coussinets. Pour se situer, il est plus simple de reporter les périodes de vie des équidés sur un graphique allant de moins 65 à aujourd'hui, moins 65 millions d'années. Le cheval, le genre Equus du moins, est encore présent à l'heure actuelle et Hyracotherium a donc vécu il y a 55 à 50 millions d'années. Autre fossile découvert, voici Merychippus, ainsi nommé par Joseph Leidy en 1856. Il avait 3 doigts, mais un seul reposait au sol. Il vécut entre moins 15 et moins 6 millions d'années à la période du Néogène. Celui-ci, c'est Mesohippus, décrit par Othniel Marsh en 1875. Il possédait également 3 doigts, mais les 3 reposaient au sol. Il a vécu de moins 34 à moins 29 millions d'années, donc pendant la période du Paléogène également. Attention, l'évolution des équidés, ce n'est pas ça. Ce document-là suggère une évolution graduelle et régulière selon un mode linéaire. L'accroissement, c'est-à-dire l'accroissement de la taille au cours de l'évolution et associé à ça, la réduction du nombre de doigts. L'évolution n'est pas une ligne droite. Je n'ai montré d'ailleurs que 3 genres, alors qu'il y en a bien plus que ça. Il s'agit de genres et non d'espèces en plus. Pendant les 30 premiers millions d'années, la taille a évolué très peu chez les équidés, mais entre moins 20 et moins 15 millions d'années, une forte diversification des tailles, avec des genres évoluant dans le sens d'une augmentation de taille, comme Megahippus, et d'autres dans le sens d'une diminution de taille, comme Nanippus. Donc cette image ne veut rien dire. Et on la voit dans beaucoup de livres. Donc attention, attention. Voilà qui est beaucoup mieux. On a plusieurs équidés qui sont représentés de différentes tailles avec un ou plusieurs sabots. Bref, ça, c'est une vision juste de l'évolution. De ce graphique, on peut tracer l'arbre phylogénétique des équidés. Les espèces fossiles ne sont donc pas les ancêtres, mais des cousins plus ou moins apparentés étroitement aux espèces actuelles du genre Equus, chez qui le nombre de doigts est réduit. Alors, comment expliquer cette réduction du nombre de doigts? Que s'est-il passé au cours de l'évolution?
Une modification du nombre de chromosomes est-il en question, comme c'est le cas pour le panda parmi les ours ou de l'homme parmi les singes? Effectuons le cariotype d'un cheval. Il y a 32 paires de chromosomes, soit 64 chromosomes chez les chevaux. Et si on fait la même chose chez les chevaux actuels polydactyles, eh bien le nombre de chromosomes est exactement le même que pour celui des chevaux monodactyles. Il n'y a pas de différence visible. Cette différence dans le nombre de doigts n'est pas due à un nombre anormal de chromosomes. Mais alors, à quoi est-elle due? Force est d'admettre que les chromosomes, bien qu'apparemment identiques, ne le sont en réalité pas tout à fait. Ben oui, tous les chevaux communs possèdent 64 chromosomes, mais ils ne sont pas tous identiques. Ils présentent des variations individuelles. La couleur n'est pas la même, la taille non plus, etc. D'ailleurs, le cheval commun, Equus caballus, est certainement l'espèce où il existe le plus de variabilité de taille, allant d'à peine quelques kilos pour le falabella jusqu'à 1,5 tonnes pour les chevaux de trait. Oui, c'est pas un bébé que vous voyez en bas, c'est un cheval adulte miniature appelé falabella. Leur différence ne porte pas sur le nombre de chromosomes, mais sur la composition même des chromosomes. Les chromosomes se trouvent dans le noyau des cellules. Je reprends encore et toujours le même schéma. Ici, c'est celui d'une cellule. La cellule est constituée de 3 éléments, toujours les mêmes. La membrane, le cytoplasme et le noyau. Et c'est donc dans ce noyau que se trouvent les chromosomes, qui sont eux-mêmes constitués d'une molécule d'ADN. ADN qui signifie acide désoxyribonucléique. Nucléique, ça vient du latin nucleus, ça veut dire noyau. Donc l'ADN, c'est la molécule qui se trouve dans le noyau. Ici, sur ce schéma, on a représenté un chromosome et on focalise sur une portion de ce chromosome, un bout de chromosome, donc un bout d'ADN. Vous voyez qu'il y a des couleurs qui se suivent sur l'ADN, du vert, du jaune, du rouge, du bleu. Ce sont des parties de la molécule d'ADN dont vous étudierez la composition plus en détail au lycée. Mais selon les individus, il y a des différences. Comparons avec un deuxième individu. Notez qu'il y a une différence. Là, le duo vert-jaune est remplacé par le duo bleu-rouge. Et ces différences sont responsables de variations dans les caractères. Ainsi, si les chevaux mono et polydactyles ont un nombre différent de doigts, c'est parce que l'ADN présente une légère différence. Dans les deux cas, la portion d'ADN et donc deux chromosomes responsables du caractère est la même. Le nombre de doigts est donc déterminé par cette portion précise d'ADN, donc de chromosomes, que l'on appelle un gène. Et en fonction de la forme de cette portion, appelée allèle, le nombre de doigts diffère. Un allèle 1 responsable du fait que le cheval n'aura qu'un doigt, un allèle 2 responsable du fait que le cheval présentera plusieurs doigts. Les mutants du gène Sonic Hedgehog Gotta go fast. Non, ce n'est pas un gag, c'est le vrai nom donné à ce gène, peuvent avoir des mains et des pieds et parfois même le visage très déformé. Chez les plantes, les mutants du gène Superman toujours sérieusement, montrent de sérieuses anomalies de la fleur. Donc, une simple toute petite mutation de rien du tout peut avoir un effet conséquent. Donc, des caractères nouveaux peuvent aussi être dus à des mutations non pas chromosomiques, mais géniques. Sur les chromosomes, les informations sont en effet disposées par fragments appelés gènes. Chaque gène est responsable de la détermination d'un caractère. La variabilité du caractère dans la population dépend de la variabilité du gène. Il arrive en effet que l'ADN subisse des modifications, appelées mutations. À un gène donné correspond ainsi plusieurs versions appelées allèles. Plus une espèce possède de gènes avec de nombreux allèles différents, plus elle présentera une diversité génétique importante, comme c'est le cas pour les chevaux. Que veut dire ce charabia? Pour toi aussi c'est du charabia, alors 1. Reviens en arrière et regarde une nouvelle fois la vidéo, et 2. Écoute attentivement ce deuxième exemple qui va suivre. Le livre de la jungle est le 24e long métrage d'animation des studios Disney. Sorti en 1967, ce film fut remarqué par sa qualité graphique, pour l'époque, ainsi que pour le réalisme de ses personnages. En effet, Walt Disney voulait que les éléphants soient plus vrais que nature. Aussi, les dessinateurs ont observé de vrais éléphants dans la nature pour pouvoir dessiner et créer des personnages emblématiques du film.
Le colonel Hattie, le chef autoritaire de la patrouille, ici, qui inspecte un éléphant dont la trompe est poussiéreuse. Quel fichu idiot, ce grotesque colonel Hattie. Ces deux personnages du film font partie de la même espèce. Ce sont des éléphants, mais ils présentent une diversité individuelle. En l'occurrence, le colonel possède des défenses, comme les autres éléphants de la patrouille, mais pas l'éléphant à la trompe poussiéreuse. Les deux éléphants ont le même nombre de chromosomes caractéristiques de l'espèce, 28 paires, soit 56 chromosomes. Ce sont bien deux mâles, puisqu'ils ont les chromosomes sexuels X et Y sur la 28e paire de chromosomes. Mais alors, pourquoi l'un possède des défenses et pas l'autre? Pour le comprendre, l'examen des chromosomes sexuels s'avère nécessaire. On remarque alors que le chromosome sexuel X du colonel porte une information, représentée en vert, différente de celle, représentée en jaune, de l'éléphant à la trompe poussiéreuse. Ainsi, si l'un des éléphants a des défenses et pas l'autre, c'est parce qu'une petite différence se trouve au niveau du chromosome X. Cependant, ces informations sont exactement au même endroit sur le chromosome. Il s'agit de la même portion de chromosome, c'est-à-dire du même gène. Mais les versions de ce gène, les allèles, sont différentes. La croissance des défenses est donc déterminée par un gène sur le chromosome X et en fonction de l'allèle porté sur le chromosome, eh bien, les défenses se formeront ou pas. Pour récapituler, chez les éléphants, la croissance des défenses dépend d'un gène du chromosome X existant en deux allèles, l'allèle grand D et l'allèle petit d. Les mâles qui possèdent l'allèle grand D ont des défenses, les mâles qui possèdent l'allèle petit d n'en ont pas. Par conséquent, l'allèle D dirige donc la croissance des défenses, tandis que l'allèle petit d ne dirige pas cette croissance. Il y a quelque temps, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, les éléphants ne vivaient pas sans que des défenses leur poussent. Ils étaient donc tous porteurs de l'allèle grand D. L'allèle petit d est apparu par mutation. C'est une mutation génétique qui est à l'origine de la diversité de ce caractère chez les éléphants. La mutation se voit directement chez les mâles, mais ce n'est pas forcément le cas chez les femelles. En effet, hormis pour la paire XY, tous les chromosomes existent en double exemplaire. Ainsi, les femelles possèdent non pas un, mais deux chromosomes X. Une femelle peut donc avoir l'allèle grand D en deux exemplaires, l'allèle petit d en deux exemplaires, ou bien l'un et l'autre ensemble. L'allèle petit d ne permet pas la croissance des défenses, donc si la femelle possède deux fois cet allèle, elle n'aura pas de défense. En revanche, l'allèle grand D permet au contraire la croissance des défenses. Donc du moment que la femelle possède cet allèle, eh bien elle aura des défenses. Par conséquent, si elle possède deux fois l'allèle grand D, elle aura des défenses. Et si elle présente une fois l'allèle grand D et aussi l'allèle petit d, eh bien elle aura quand même des défenses. Une femelle qui n'a pas de défense possède donc forcément l'allèle petit d en deux exemplaires, tandis que pour une femelle ayant des défenses, il y a deux possibilités. Soit elle possède l'allèle grand D en deux exemplaires, soit elle possède un exemplaire de chaque allèle. Un phénotype peut donc correspondre plusieurs génotypes. Le phénotype, c'est le caractère. Il se note entre crochets. Là, c'est le fait d'avoir ou pas des défenses. Donc, j'ai des défenses ou je n'en ai pas. Le génotype, c'est la combinaison d'allèles. Il se note entre parenthèses avec deux barres représentant la paire de chromosomes. Donc, ici, grand D, grand D petit d ou petit d, petit d. Une femelle ayant des défenses et ayant la combinaison grand D, petit d possède donc la mutation, mais cela ne se voit pas car l'allèle mutant petit d est récessif et l'allèle d'origine grand D domine. Ces deux papillons font partie de la même espèce, la phalène du bouleau, Biston betularia. Ce sont des papillons de nuit dont il existe une diversité de couleurs. Il y en a des noirs, il y en a des blancs. Cette diversité repose sur la variabilité du gène qui détermine la couleur. L'allèle sombre, S, permet la production d'un pigment noir, tandis que l'allèle clair, C, ne commande pas la production de ce pigment. Comme il y a deux chromosomes, le gène étant deux exemplaires. Le papillon peut donc avoir deux fois en deux exemplaires l'allèle C, en deux exemplaires l'allèle S, ou bien un exemplaire de chaque allèle. L'allèle C ne commande pas la synthèse de pigments. Donc si le papillon possède deux fois cet allèle, il sera forcément blanc. Pour l'allèle S, il dirige en revanche la synthèse du pigment noir. Donc, du moment que le papillon possède cet allèle, il sera forcément noir. Un papillon blanc possède donc forcément l'allèle grand C en deux exemplaires,
Tandis que pour un papillon noir, il y a deux possibilités. Soit il possède l'allèle grand S en 2 exemplaires, soit il possède un exemplaire de chaque allèle. À un phénotype, blanc ou noir, correspondent donc plusieurs génotypes, CC, SS ou SC. Ici, l'allèle S sombre domine sur l'allèle C, et C est donc récessif. Dans toutes les régions d'Angleterre, tous les papillons jusqu'en 1848 étaient de forme claire. L'examen des collections de ce papillon révèle que c'est à cette époque que fut capturé dans la région de Manchester le premier papillon totalement noir. L'allèle d'origine est donc l'allèle clair et le second est apparu par mutation. L'allèle mutant ici domine. Un dernier exemple pour la route. Ces plantes font partie de la même espèce, les abeilles de nuit. Ce sont des plantes à fleurs dont il existe une diversité de couleurs. Les fleurs peuvent être blanches, rouges, roses. Cette diversité repose sur la variabilité du gène qui détermine la couleur. Il n'y a que 2 allèles et non 3. L'allèle rouge qui commande la fabrication d'un pigment rouge et l'allèle blanc qui commande la formation d'un pigment blanc. Ici, on a le phénotype, ici, on a le génotype. Les plantes à fleurs rouges, eh bien, on voit qu'elles ont 2 fois l'allèle R. Les plantes à fleurs blanches ont 2 fois l'allèle B. Et les plantes à fleurs roses ont un allèle, l'allèle R et l'allèle B. Donc, dans ce dernier cas, les 2 allèles s'expriment. On dit que les allèles sont tous les 2 dominants et on dit qu'ils sont codominants. Et on parle donc de codominance. Allez, faisons le bilan. Comme les chromosomes sont par paire, sauf XY, chaque cellule possède 2 copies de chaque gène. Soit 2 copies identiques, 2 fois le même allèle, soit 2 copies différentes et donc 2 allèles différents. Si les 2 allèles sont différents, alors soit les 2 allèles s'expriment, soit l'un s'exprime et pas l'autre. Cette image est une photographie d'un loup mutant. De nombreux cas ont été répertoriés en Ukraine. Pour le comprendre, il faut remonter le temps en 1986. En cette année, l'Ukraine n'est pas encore indépendante. Elle fait partie, avec la Lettonie, la Lituanie, la Russie, la Biélorussie, etc., de l'URSS qui a pris naissance en 1922 après la Première Guerre mondiale et la fin de l'empire dirigé par le tsar. Le 26 avril 1986, le réacteur numéro 4 de la centrale Vladimir Ilitch Lénine, située à Tchernobyl en Ukraine, explose et provoque une des plus importantes catastrophes nucléaires de l'histoire. 1h23 minutes 44 secondes, c'est l'explosion. Les pompiers parviennent à éteindre le feu, mais il reprend. 4 d'entre eux meurent dans la nuit. Dès le matin de ce 26 avril 1986, une gerbe de 1200 mètres de hauteur s'élève au-dessus du réacteur accidenté. Les particules radioactives produites par le cœur en fusion sont projetées dans l'atmosphère. Immediately following the Chernobyl incident, a large spike in oddly mutated animals occurred, along with farmers in the nearby regions observing their animals being born with mutations. Mutated animals could not reproduce or survive for very long, and many previously healthy animals died very quickly as a result of the radiation. Insects particularly disappeared rather quickly for reasons we can only guess at. Within 6 months of the incident, it appeared that wildlife had almost entirely disappeared. The forests surrounding Pripyat and the Chernobyl exclusion zone became silent. No more insects, no more birds, no howl of the wolves. True silence. 40 ans après, la radioactivité demeure. Mais la nature, elle, a repris ses droits. Une poignée de chevaux sauvages ont été réintroduits dans les années 90. Ils sont aujourd'hui plus d'une centaine à arpenter les champs abandonnés de Tchernobyl. Les ours, les loups ou encore les lynx ont également fait leur retour dans la région. Au Japon, à Hiroshima et Nagasaki, les cibles des bombardements atomiques par les États-Unis au cours de la Seconde Guerre mondiale, la zone est toujours aussi dangereuse, comme le montre cette image apparue sur Twitter, montrant des fleurs mutantes présentant de nombreuses anomalies. Les mutations de l'ADN ont lieu au hasard dans une cellule, mais des facteurs comme les rayons radioactifs gamma augmentent la probabilité de ces mutations. On parle d'agents mutagènes.
Les agents mutagènes sont des agents physiques ou chimiques qui augmentent la fréquence des mutations dans l'organisme. Ils sont relativement nombreux et ont un pouvoir mutagène variable en fonction des cas. Ils agissent directement sur la molécule d'ADN en provoquant des dommages irréversibles à l'origine des mutations. Parmi ces agents, il y a donc les rayons gamma, dont j'ai déjà parlé, mais aussi les rayons X, qui sont utilisés en médecine lorsqu'on fait des radios. Vous ne devez pas trop faire justement de radio, car exposer un grand nombre de fois à ces rayons, le risque de mutation augmente. Il y a également les rayons ultraviolets, les UV, qui peuvent causer des cancers de la peau en provoquant des mutations. Ils sont présents dans la lumière du soleil et c'est pourquoi vous devez vous protéger du soleil l'été en allant à la plage. Le tabac, il est une cause du cancer du poumon, de la gorge, de la langue, etc. C'est également un agent mutagène. Le cancer survient suite à des mutations génétiques et le risque augmente en fumant, que ce soit de façon active ou passive. Car il contient donc du coup des substances mutagènes. En sciences, particulièrement en chimie, il est indispensable de pouvoir reconnaître un produit puisque ces produits peuvent être toxiques, ils peuvent présenter des risques pour la santé. Le risque est repérable grâce au pictogramme de danger qui figure sur l'étiquette. Pour les produits mutagènes, donc cancérogènes, c'est ce pictogramme. Pour conclure, ce sont les mutations de l'information génétique qui sont responsables de l'évolution d'un caractère. Ces mutations sont augmentées par des agents mutagènes. Parmi les mutations génétiques, il y a les mutations chromosomiques qui sont étendues, comme les fusions de chromosomes chez les ursidés, et il y a les mutations géniques qui sont ponctuelles, comme chez les équidés. Donc équidés, famille des chevaux, ursidés, famille des ours, la vidéo précédente. Aux innovations évolutives correspondent donc toujours des innovations génétiques. Here I am, this is me. I come into this world so wild and free. Here I am, so young and strong, right here in the place where I belong. It's a new world, it's a new start, it's alive with the beating of a young heart. It's a new day in a new land.